Bienvenue à ma conférence qui s'appelle Réflexion sur les énergies des sites mégalithiques. Je suis Anne-Marie Delmotte, je travaille en tant que scientifique pour le gouvernement belge. En 2018, j'ai reçu pour mon travail le titre de chevalier dans l'ordre de Léopold par notre roi de Belgique, Philippe. Et pour l'instant, je suis en interruption de carrière pour développer mon propre projet de la recherche des énergies. Mon projet est complètement différent de mon travail que je fais pour le gouvernement belge. Parce que je suis hypersensible à toutes sortes d'énergies, j'ai cherché après un instrument qui peut les mesurer objectivement, ce qui est le cas avec l'antenne de Lecker. C'est avec cette antenne de Lecker que j'ai mesuré les énergies des sites mégalithiques. Comme vous pouvez peut-être entendre, le français n'est pas ma langue maternelle, mais je ferai tout mon possible pour que je m'exprime clairement. Vous n'êtes pas très nombreux, mais ceci est de ma volonté, parce que je voudrais enregistrer cette conférence pour ceux qui habitent loin et qui ne savent pas venir, et aussi parce que, comme vous voyez, je porte un micro sans fil qui, j'espère, ne va pas trop perturber mes mesurages. Quand je fais des lectures avec l'antenne de Lecker, j'enlève toujours ma montre sur pile et j'éteins mon téléphone mobile parce que ça, en fait, interfère avec les lectures. Ma conférence va durer à peu près 45 minutes et vous avez la possibilité de poser des questions à la fin. Ma conférence se compose des points suivants. Ah oui, ça je voudrais dire aussi, en fait, comme le français n'est pas ma langue maternelle, j'ai préparé quelques fiches de lesquelles je vais lire quelques extraits pour être sûr que mes explications sont correctes. Donc la conférence est structurée comme suit. Introduction à l'historique de ma recherche des mégalithes, présentation, fonctionnement et historique de l'antenne de Lecker, les différentes utilisations de l'antenne, introduction courte à la géobiologie, les réseaux de la Terre et le stress géopathique, afin de mieux comprendre les énergies des mégalithes, et démonstration comment les mesurer. Créer une configuration ici, comme au certains mégalithes, et puis je vais parler des différentes configurations d'énergie des différents sites des mégalithes. Introduction à l'historique de ma recherche des mégalithes. Ça fait à peu près 10 ans que je vais régulièrement à Sligo, qui est sur la côte ouest d'Irlande, où j'ai maintenant ma propre résidence. Sligo est un endroit où il y a beaucoup de mégalithes, comme dans cette région-ci. On a principalement des cairns avec une cour, des dolmens et des cercles de pierre. Il y a très peu de menhirs et quasi pas d'alignement. Le fait que je me trouve régulièrement tout près de ces mégalithes en Irlande m'a beaucoup aidé pour avancer dans ma recherche de leurs énergies, puisque c'était très facile de les revisiter pour vérifier certains mesurages et des nouvelles découvertes. Ma recherche m'a également amené ici en Bretagne, à Carnac et ses environs, où j'ai exécuté des milliers de mesurages des mégalithes avec cette antenne. Je voudrais savoir si les résultats que j'ai obtenus auprès des mégalithes en Irlande sont pareils à ceux de Bretagne. Et je voudrais également avoir beaucoup plus de menhirs seuls, afin de vérifier si mes résultats sont reproductibles. J'espère qu'après ma conférence, vous serez convaincus de l'importance de ces mégalithes et pourquoi ils doivent être conservés et respectés. Présentation, fonctionnement et historique de l'antenne. Une antenne de Lecker est un instrument scientifique qui peut mesurer et envoyer de l'énergie. Donc, ici, vous avez l'antenne de Lecker, qui consiste de 2 fils de Lecker, qui sont ceux-ci en laiton. Il y a 2 bras en laiton pour tenir l'antenne.
Et puis, il y a une base, qui est ici en dessous, et il y a une réglette en centimètres. Et en fait, là où le bras touche le fil de Lecker, et là où le curseur mobile se trouve, ça détermine la longueur d'onde de ce qu'on veut détecter ou envoyer. Donc si je mets le curseur mobile ici tout bas, vous allez détecter des ondes qui ont une longueur d'onde très petite. Ici, si je le mets sur une longueur d'onde en 1 cm, ça correspond à une fréquence de 30 GHz. Si je le mets ici tout en haut, là on va essayer de détecter, on ne va pas essayer de détecter, on va détecter des ondes comme ça s'il y en a, ou les envoyer. Et donc ici on a une longueur d'onde d'à peu près 20 cm qui correspond à une fréquence de 1,5 GHz. Et donc ici on est en fait en train de détecter entre 1,5 et 30 GHz qui sont des ondes hertziennes ou des ondes de radio. Donc on peut comparer le fait qu'on change ici le curseur mobile avec un bouton rond des anciennes radios qu'on changeait de canaux. Donc ici on change selon l'énergie qu'on veut chercher ou qu'on veut envoyer, on change le curseur mobile. Voilà. Donc, un peu sur l'historique. L'antenne de Lecker est basée sur le principe de résonance. Ceci peut être comparé à quelqu'un qui chante une note très haute de musique qui fait trembler ou briser même un verre. Quand il y a une résonance entre ce qui est recherché et ce qui est présent, la partie supérieure de l'antenne va basculer. Donc je dis, c'est parti ici, ça va tomber en fait. Mais je vais vous montrer, je vais faire quelques mesurages d'ici peu. Le principe de l'antenne de Lecker a été développé par le physicien autrichien Ernst Lecker en 1889. Il fut un collègue d'Einstein. Moi j'essaye de l'appeler antenne de Lecker parce que c'est Ernst Lecker, c'est un nom autrichien, allemand. Il y a des gens qui disent antenne de Lécher. Au Lécher, à Canada, on dit souvent Lécher, ou même un accent. Et en anglais, on dit Lecker antenna. En fait, c'est Ernst Lecker, antenne de Lecker, parce que c'est lui qui a développé les fils. Les fils de Lecker étaient alors adaptés par le physicien Reinhard Schneider pour pouvoir être utilisés comme un instrument de mesurage des énergies de très faible intensité. Le docteur Hartmann était un contemporain de M. Lecker et il a découvert que la Terre est entourée d'un réseau électromagnétique de lignes d'énergie qui sont orientées nord-sud, ouest-est. Hartmann a découvert qu'il y a une relation entre des maladies et ce réseau de la Terre. D'autres réseaux ont été découverts depuis. Moi, personnellement, j'ai étudié avec quelqu'un en Belgique qui a appris à travailler avec l'antenne de quelqu'un qui a collaboré et fait des recherches avec le Dr Hartmann et Rudolf Schneider. Donc moi, je suis en fait tout près de la source de la deuxième génération. Les différentes utilisations de l'antenne, je voudrais quand même aussi mentionner, ici on s'éloigne un peu du sujet, les sites mégalithiques, mais c'est peut-être intéressant à savoir, c'est que l'antenne peut mesurer et équilibrer des bioénergies de soi-même ou d'une autre personne. Et là, je voudrais juste illustrer ça à l'aide d'un cas qui est celui de ma mère, à qui il ne restait que 2 jours à vivre. Elle souffrait de démence sévère. Pour cette raison, j'ai demandé à mon beau-père s'il était d'accord pour que j'essaye d'intervenir avec l'antenne, ce qu'il a accepté. J'ai mesuré que sa connexion d'énergie tellurique, donc sa connexion à la Terre, était très faible, ce qui signifiait qu'elle allait nous quitter bientôt.
Je lui ai envoyé cette énergie tellurique pendant la nuit et également de l'énergie à renforcer son système nerveux central pour un peu aider sa démence. Et le lendemain, elle était déjà plus lucide et 2 jours plus tard, elle était déjà assise avec les autres résidents dans la salle de récréation de la maison de retraite. C'est incroyable en 2 jours comment elle a récupéré. Et puis, elle avait aussi une diarrhée inguérissable causée par le Clostridium difficile. Et après, encore 2 interventions avec l'antenne, en lui envoyant de l'énergie pour renforcer son système immunitaire, elle fut guérie de cette diarrhée en 3 semaines après ma première intervention. Comme ma mère avait la démence et elle n'avait aucune notion de ce qui se passait, on peut être certain qu'il ne s'agit pas d'un effet placebo. Ma mère a encore vécu 3 ans après mes équilibrages avec l'antenne. C'est en fait ce cas-ci. Moi, je n'utilisais jamais l'antenne pour la bioénergie, mais comme ici, c'était vraiment... on était désespérés et je m'ai dit, l'antenne est là, elle est dans un tiroir, je peux au moins essayer quelque chose. Que pour moi, c'était clair et net que c'était quelque chose de très utile pour traiter des gens. C'est vraiment... ça m'a fait ouvrir les yeux. Et puis, donc, l'antenne était aussi utilisée pour exécuter des mesurages en géobiologie afin de faire des corrections. Là, je vais vous donner quelques petites définitions en géobiologie pour que vous sachiez mieux comprendre après les mégalithes, parce que pour moi, c'est lié. À mon avis, les anciens, les gens qui vivaient, l'homme et femmes néolithiques, c'était des gens qui avaient une très bonne connaissance de la Terre et de la géobiologie. Donc la géobiologie est l'étude de l'influence de la Terre à un moment précis sur tout ce qui vit, que ce soit la vie humaine, animale ou végétale. Réseau de la Terre, j'ai déjà touché un petit mot là-dessus en parlant de monsieur Dr Hartmann. Donc la Terre est entourée de plusieurs réseaux énergétiques. Ceux-ci se trouvent partout, dans des habitations et en plein air. Ils sont réguliers, bien que leur maille puisse parfois différer à cause des interférences. 2 réseaux sont appelés du nom de la personne qui les a découverts. Ils portent le nom du réseau Hartmann et du réseau Curie. Il existe également d'autres réseaux. Tous ces réseaux émanent de l'énergie négative. Donc en fait, le réseau Hartmann, c'est le réseau qui a les lignes énergétiques qui sont les moins écartées. Il y a les lignes qui sont nord-sud, donc ici, ça c'est l'axe nord-sud, le nord il est là. Ils sont écartés de 2 mètres en moyenne, parce que ça change selon la distance qu'on est vers l'équateur, et aussi de l'endroit où on est. Et les lignes ouest-est, ils s'écartent de 2,5 mètres. Donc ça, c'est les moins écartés. Les lignes Curie, en moyenne, ils sont diagonales par rapport au réseau Hartmann. Nord-ouest, je ne connais pas par cœur, je vais raconter n'importe quoi, mais ils s'écartent de 2,4 à 3,5 mètres, si je me souviens bien, à peu près ça. Quand 2 lignes d'un réseau se croisent, dépendant de quel réseau il s'agit, donc il y a un certain réseau, quand il y a 2 lignes qui se croisent, c'est considéré comme zone active ou strégéopathique. Pour Hartmann et Curie, c'est plutôt 2-3 lignes. Donc 3 lignes, je veux dire. Donc quand il y a 2 Hartmann et un Curie qui se croisent, là, il y a une zone active, il y a du strégéopathique. Donc ce n'est pas bien de dormir là-dessus. Parce que je n'en ai pas en parlé, mais peut-être c'est intéressant à savoir, c'est que quand on dort, la résistance de la peau diminue, donc on est beaucoup plus sensible aux émanations négatives. Et quand on dort sur une zone active, donc par exemple un croisement de 3 lignes, à un moment donné, ça va quand même avoir des implications sur la santé. Donc là, je passe au strégéopathique, une zone active que je viens de vous parler, parce qu'il n'y a pas seulement les croisements des lignes de la Terre qui le causent.
Le stress géopathique est une forme de traumatisme causé par les énergies perturbées ou anormales dans le manteau terrestre. Le stress géopathique a été impliqué dans un certain nombre d'effets indésirables pour la santé humaine, de conditions simples telles que l'insomnie ou la confusion, jusqu'à ceux très dangereux comme le cancer, une diminution de la fécondité et des maladies auto-immunes. Causes de stress géopathique sont par exemple des courants d'eau, de l'eau stagnante, des croisements des lignes énergétiques des réseaux de la Terre, des failles géologiques et autres. Utilité de pouvoir détecter du stress géopathique, donc à part le fait que c'est bien pour positionner votre lit, là j'ai voulu aussi un peu expliquer à l'aide d'un cas qui est celui de mon beau-père. Mon beau-père avait été opéré de la prostate et il avait beaucoup du mal à s'en remettre. Cela faisait 6 semaines et je me demandais si son lit d'hôpital était sur le stress géopathique. Je lui ai demandé son autorisation pour faire un mesurage de son lit et, en effet, à l'endroit où il avait été opéré, il y avait un croisement de 2 lignes de réseau de la Terre et un signal de l'eau courante. Si je me souviens bien, mais je pense que c'était en fait un croisement de 3 lignes, et il suffisait de déplacer son lit un tout petit peu, rien que pour là où il était opéré, il n'était plus sur ce croisement-là. Et j'ai aussi informé le personnel de l'hôpital pour qu'il ne remette pas son lit au mauvais emplacement, et ils furent très compréhensifs et même intéressés du cas de mon beau-père qui ne s'améliorait pas. Et puis, il a fait un rétablissement rapide après cela. Donc, c'est des petites choses qu'on parfois on fait et ça a un énorme effet quand même. Démonstration, lecture, réseau Hartmann et Curie. Donc, comme vous voyez, j'ai fait des bandes ici colorées sur le sol. Les bandes noires, c'est des lignes énergétiques du réseau Hartmann. Et les bandes rouges, c'est du réseau Curie. Je vais vous montrer comment il faut, à quoi ça ressemble de faire un mesurage. Donc là, je cherche après le réseau Hartmann. Voilà, j'ai un signal. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme il y a une résonance, là, je mets toujours un taux bénéfique. Je ne mets jamais l'antenne sur du négatif, même quand il est dans un terroir, parce qu'il est tout le temps en train d'envoyer de l'énergie aussi. Donc là, je l'ai mis sur l'amour et gratitude. Il y a aussi l'énergie divine au sacré, vous pouvez le mettre dessus. Mais c'est pratique parce que quand je mets au bout, je sais que je suis à l'amour et gratitude. Et selon M. Emoto, c'est le plus fort de toutes les émotions. Donc ce qui se passe, quand on arrive à un signal, on sent que l'antenne veut bouger. Donc c'est une question un peu de manipulation aussi, de pratique, pour le faire basculer. Mais c'est pas moi qui le fais basculer, c'est la résonance entre ce que je cherche et ce qu'il y a. On recommence là, Hartmann. Je vais préférer un petit peu pour que vous voyez bien. Donc je cherche le centre des lignes énergétiques du réseau Hartmann. Je suis contente que mon micro sans fil me perturbe pas trop. Là, je demande de chercher le centre parce que le ligne Hartmann, il est de 21 cm de largeur. Donc on peut demander de trouver le début et on peut, quand on revient, on recherche le début ou on demande, mais là il faut être un peu plus expériencé, mais je peux demander, je cherche les débuts, le centre et la fin de ligne Hartmann. Donc il a basculé 3 fois. Et en fait, c'est l'endroit où je regarde, c'est là où se trouve le signal. Donc
je regarde à travers, je sais que c'est là où se trouve le début, le centre et la fin d'une ligne. Et là, une ligne Curie, je cherche le centre. Donc, les Hartmann, ils sont comme ça. Là, il y en a encore un devant les pieds de madame, ici, qui est sur la première rangée. Donc, à peu près 100 chaque 2 mètres. Mais ici, vous voyez, c'est chaque 2 mètres et demi, mais c'est plus étroit. C'est moins écarté que 2 mètres et demi, c'est comme ça. Il faut mieux mesurer que estimer. Je cherche le centre d'une ligne énergétique du réseau Curie. Mais la ligne Curie, et là, il faut que je triche. Le Curie, il est 30 à 40 cm de largeur. Donc ici, vous voyez le centre, mais il est en fait, sa largeur doit être en fait comme ceci. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a du Hartmann qui sont 20 cm, et là on a un Curie qui est de 30 à 40 cm. Donc cette zone-là, c'est une zone active, c'est du stress géopathique. Donc là, si on trouve ça sur un lit, il faut déplacer les lits, de préférence, c'est plus facile. Ou on va faire autre chose, on peut faire autre chose. Donc maintenant, finalement, on arrive au mégalithe. Là, je vais faire quelque chose, je vais d'abord lire. La première configuration d'énergie des mégalithes, c'est les quadrilatères que je veux expliquer. Et dans ma maison en Irlande, j'ai conduit une expérimentation avec 4 pierres que j'ai trouvées sur une plage locale. J'ai fait beaucoup d'autres expérimentations dans ma maison en Irlande, mais je vais parler uniquement de celui-là, parce qu'il y a quand même aussi une... j'ai trouvé certaines choses, puis j'ai recherché dans la littérature, puis j'ai expérimenté autre chose, et c'est grâce à ça que j'ai pu conclure certaines choses que je vais vous montrer, c'est peut-être plus facile. Donc, les 4 pierres, plage Irlande, j'ai mis dans un rectangle dans mon living, à un endroit où il y avait beaucoup de lignes des réseaux, comme ici, et des zones actives, pour voir ce qui va aller se passer. En fait, au départ, je voudrais voir ce qui se passait avec le Wi-Fi, mais bon, j'ai trouvé complètement autre chose. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est que ça a créé une configuration d'énergie de laquelle je me suis rendu compte après que quand je suis venue ici à Karnak et environ, que les quadrilatères de Magno et Krukuno démontrent la même configuration d'énergie. Alors, j'espère de pouvoir reproduire ça ici. Donc, j'ai amené d'Irlande des pierres. J'ai aussi amené des pierres que j'ai trouvées à Arzon et à Quiberon qui font la même chose. On va faire tout ceci d'abord. Voilà. Je vais les mettre dans un rectangle. Voilà, on va essayer, je vais chercher
Hartmann là. Il est parti. Il n'y a pas de signal pour ce ligne Hartmann qu'on avait vu. Là, si je dois voir où je me positionne. Donc là, j'ai plus d'Hartmann. Je suis très limitée dans l'espace ici. Donc les lignes Hartmann, voilà, sont plus là. Le Curie. Il est parti. Moi, je sais où ils sont, parce que j'ai fait pas mal d'expérimentations entre-temps. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que, juste en dehors des pierres, là, il y a un écran de protection qui s'est formé. Et les pierres entre eux, ils disent non, l'intérieur entre nous, c'est exempt des énergies négatives. On ne les veut pas, on fait un écran de protection, on les envoie derrière l'écran de protection. Donc si je cherche le Hartmann, il est là. Il est ici, juste en dehors des pierres. Donc si je marche par ici, il est là. Il y a deux lignes, il y en a un là, il y en a un là. Il s'écarte d'une façon, il doit y avoir un systématique, ça je n'ai pas encore su. Je n'ai pas fait assez de tests pour dire voilà, il y a un ligne qui va toujours par là et deux qui vont par là. Et le Curie, pareil. Voilà, il est là. Et là, il n'y en a pas. Il n'y a fait qu'une ligne qui va dans cette rectangle, donc il s'est écarté par là. L'autre Curie, il est là. Il est à 3,2 mètres de celui-là. C'est le Curie qui va comme ça. Donc il n'y en a pas ici. Il est là. Ce que moi j'ai aussi su conclure, c'est que quand il y a de l'énergie négative des eaux courantes, même des grands ruisseaux qui vont en dessous d'une maison, c'est écarté aussi. De l'eau stagnante, le signal de l'énergie négative, c'est écarté aussi. On a vu, hein, on a trouvé un quadrilatère dans les alignements de Kermak. C'est une configuration unique, probablement, qui est mise sur de l'eau stagnante. Et mais ça, là, on va déjà beaucoup plus loin dans les configurations. Il faut d'abord connaître les configurations avant qu'on sait déterminer et mesurer tout ça. Alors, mais il y a autre chose qui se passe. Il y a toute une série d'énergies bénéfiques qui se forment à l'intérieur. Donc là, j'ai mis une antenne sur l'énergie sacrée. Voilà. Il y a donc en ligne. Hop, et en ligne. Donc il y a un croisement de lignes d'énergie sacrée. Si je mets sur le nombre d'or, c'est les pierres, ils s'arrangent entre eux pour créer une configuration qui est au nombre d'or. Ou peut-être le nombre d'or est déjà dans la mémoire de la pierre, du cristal. Je ne sais pas. Donc, de ce côté-ci aussi, il y a une ligne, nombre d'or, donc aussi un croisement. Il y a même des lignes qui sont diagonales, mais là, je vais un peu moins dans... Ici, ça c'est une ligne bénéfique. Pareil. Énergie divine.
Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu sacré, nombre d'or, lignée positive, énergie divine. Et il y a encore autre chose qui se forme, mais peut-être une conférence, rien en soi pour cela. Mais revenons à ma maison. Donc, moi j'ai mis ma maison, jardin inclus, dans cette configuration. J'ai commencé avec le living, puis j'ai fait la cuisine, puis j'ai fait toute la maison, et puis j'ai dit pourquoi je ne fais pas les jardins. Donc j'ai fait tout. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque pièce, même le couloir, à l'étage, a un ensemble d'énergie bénéfique. Donc ce n'est pas que ça c'est ma maison avec des jardins, là il y a juste un croisement sur tout le terrain, non, c'est tout. Même le couloir, je ne presque pas dire la toilette, ça a un ensemble des énergies positives. Donc je l'ai fait il y a plus qu'un an maintenant, et j'ai du mal à enlever. Je ne veux plus enlever, donc je l'ai laissé parce que je me sens très bien. Et j'ai même eu un problème avec une fuite dans le radiateur. Donc il y avait pas mal de l'eau stagnante en dessous de mon sol du living. Et aussi, avec les pierres, l'énergie négative de l'eau stagnante, elle est en dehors des pierres. Il n'y a pas le négatif dans la maison. Et pour moi, je trouve, ça c'est mon idée, je trouve que ce type de configuration de l'énergie crée un espace merveilleux pour du travail créatif, méditation, écrire, ou simplement pour vous détendre. Mais si vous voulez sentir cette énergie, allez au quadrilatère de Krukuno, vous êtes gâtés, ou Magno, parce que vous les avez ici. Mais vous pouvez les récréer chez vous à la maison. Puis, il y a un autre ensemble de sites mégalithiques que je mets ensemble, qui sont les dolmens, les tumulus, les cairns et les allées couvertes. Là, les dolmens, ils démontrent la même configuration que je viens de vous expliquer des quadrilatères, c'est-à-dire la formation d'un écran de protection qui déplace les énergies négatives vers l'extérieur des pierres et la formation des lignes d'énergie bénéfiques qui se forment à l'intérieur. Donc ça, c'est les quadrilatères. Cette configuration se trouve aussi dans les dolmens, tumulus, cairns et allées couvertes. Mais au-dessus de ça, ils transforment les énergies en énergies bénéfiques qui ont en effet des guérisons sur les humains, les animaux et les plantes. J'ai en fait trouvé que les orthostates, je vais mettre en énergie positive, les orthostates et les dalles de toit, donc dolmen, tumulus, cairn et allées couvertes, on peut aller dedans et vous allez voir, avec l'antenne, chaque dalle du toit et orthostate donne un signal pour transformation. J'ai trouvé aussi que toutes ces structures, dolmen, tumulus, cairn et allées couvertes, se trouvent sur de l'énergie négative qui sont responsables pour le stress géopathique, duquel je vous ai déjà parlé, comme une faille, ou une eau courante, ou une source d'eau, et il la transforme totalement ou partiellement en énergie positive, comme l'énergie vitale, force de vie, l'énergie tachyon et l'orgone. Toutes ces énergies sont amenées par les courants d'eau et dans les failles, même amenées dans des lignées de lait, je n'en ai pas en parlé ici, pour fertiliser la terre afin d'obtenir des meilleures récoltes, autrement dit pour produire des aliments avec une vibration très haute. Ces énergies bénéfiques qui sont amenées, c'est l'énergie divine, sacrée, nombre d'or, orgone, force de vie et énergie vitale, pas le tachyon.
Et ça, ça va être plus clair pourquoi après. Donc, un petit mot sur qu'est-ce que c'est l'énergie vitale, force de vie. C'est une combinaison de chi et de prana qui sont tous les deux considérés comme des énergies force de vie. Vous avez déjà entendu parler du chi, du tai chi, reiki. Le ki de reiki, c'est du chi, prana. Ce sont donc deux énergies qui sont l'énergie vitale, force de vie. Puis l'orgone, j'ai une petite orgonite avec moi ici. Donc ça produit de l'orgone. C'est une amie à moi qui me l'a donné, qui fait des petites orgonites. Donc aussi, les dolmens, cairns, tumulus, et à découverte, à l'équateur, forme de l'orgone. C'est la transformation. Wilhelm Reich a identifié une forme d'énergie qu'il a nommée orgone, qui est favorable à la vie et qui est souvent associée à l'énergie de vie dans le corps humain. L'orgone est aussi connu pour avoir une influence bénéfique sur le temps. Donc, il y a des gens qui vont dans le désert avec des oracles. Ce sont des grandes machines qu'ils ont faites pour produire l'orgone qui émet dans l'air pour faire produire de la pluie. Je ne sais pas si je peux en parler de ça ici, parce que c'est en fait un menhir, mais je suis allée à Locmariaker voir le grand menhir brisé, et que j'ai vu qu'il ne fonctionnait plus. Néanmoins, que j'ai trouvé en Irlande que les pierres, les menhirs qui sont tombés et même brisés, ils peuvent fonctionner. Mais en Irlande, on a très peu de menhirs, donc c'est très difficile à dire est-ce qu'il faut un menhir en proximité ou pas. Mais j'ai fait quelque chose avec le grand menhir brisé, après avoir demandé permission à tous les niveaux. J'ai fait un tout petit, je lui ai juste donné une petite pousse d'énergie, il s'est remis en route. Et c'est le plus grand menhir de Bretagne. Et la prévision au matin, c'était 10 jours de soleil, été indien, vous vous souvenez, c'est en année passée, et hop, 30 minutes après, tout le ciel était couvert. Donc là, et bon, il y a des gens qui disent que le grand menhir brisé, il fait partie des réseaux de pierres, quand on regarde la géométrie. Donc peut-être en activant le grand menhir brisé, j'ai activé autre chose qui a fait que tout d'un coup, le temps changeait. Parce que là, on était dans une période de sécheresse. Et bon, j'adore le soleil aussi, c'est pour le bien supérieur. Et là, on va parler des menhirs après. Peut-être aussi important à savoir, c'est que l'orgone peut avoir des effets négatifs sur le corps. Il est transformé en orgone mort quand il est confiné ou incapable de se déplacer librement. Voilà. Et là, on passe à l'énergie tachyon qui est un peu plus compliquée. Il m'a fallu quand même pas mal de recherches pour essayer de trouver une explication. Aussi dans mon livre, Signe pour le Saint Graal, énergie infinie avec des possibilités infinies, mesurée avec l'antenne de Lecker à Carnac et en Bretagne, j'explique le tachyon plus en détail que je vais faire ici. Donc, et pour rendre mes explications plus faciles, ici et dans le livre, je dis que les mégalithes transforment l'énergie négative en tachyon, mais c'est en fait plus compliqué que ça. L'énergie tachyon est transformée par des champs d'organisation d'énergie subtile, en abréviation SOUF. Là, il faut suivre.
Donc le tachyon est, grâce au champ d'organisation d'énergie subtile, transformé en matière et en forme. L'énergie tachyon est, selon Wagner et Cousins, transformée dans le corps humain de telle manière que l'entropie est inversée. Cela a pour effet que le processus de vieillissement est inversé. L'énergie tachyon n'a aucune fréquence. Elle contient toutes les fréquences en soi. L'énergie tachyon est la source de toutes les fréquences. Mais elle a besoin d'un champ d'organisation d'énergie subtile pour pouvoir être transformée en matière et en forme. Dans d'autres disciplines scientifiques, on parle aussi des soufres, parce qu'on ne sait pas bien comment l'ADN, un être humain, peut être formé. À partir de l'ADN, il y a aussi quelque chose comme ça qui joue un champ d'organisation d'énergie. Le tachyon a un effet à tous les niveaux, le spirituel, le mental, l'émotionnel et le physique, et les équilibres. L'énergie tachyon est capable d'équilibrer les deux hémisphères, droite et gauche du cerveau. La recherche a démontré que l'énergie tachyon a une forte influence sur le cerveau. Le souffle, champ d'organisation d'énergie subtile, convertit l'énergie tachyon en énergie biologique capable de réveiller ou même réactiver des parties encore endormies dans le cerveau. J'ai pu trouver un taux sur l'antenne de Lecker qui résonne avec l'énergie tachyon, mais bon, l'énergie tachyon n'a pas de fréquence, donc c'est pas possible. Mais ça résonne en fait avec le TAS. Donc le mégalithe, et plus précisément le mica, dans le mégalithe, subit une tachyonisation. Ce qui signifie qu'en TAS, un souffle d'alignement de tachyon, donc un champ d'organisation des énergies subtiles de l'alignement de tachyon, c'est compliqué, hein, se forme. Il faut avoir bu 3 tasses de café avant de comprendre. Mais dans ce TAS, il se forme une forte concentration de tachyon. Et mica est un silicate qui, selon Wagner, qui a le brevet pour le processus de la tachyonisation, silicate est le matériau le plus simple qui peut être tachyonisé et qui forme le plus grand TAS de tous les matériaux connus qui sont tachyonisables. C'est pour ça que j'ai amené de l'orgonite, parce que j'ai un peu cherché c'est quoi la tachyonisation, qu'est-ce qu'on fait pour tachyoniser quelque chose, et c'est fort pareil à ce que font les orgonites. Donc il faut une matière organique et inorganique, et un métal, et des pierres. Et là, ça marche tout seul. Et au-dessus de ça, pour la tachyonisation, il faut exactement la même chose, sauf il faut un élément de plus. Mais il répond au tachyon aussi, au petit orgonite, c'est qu'il a ce qu'il faut mettre en plus. Je ne sais plus ce que c'est, mais les pierres, ils ont tout ça. Ils ont tout ça. Il suffit justement de les activer d'une façon ou l'autre pour qu'ils commencent à produire. Donc, quand tachyon n'a aucune fréquence, mais est la source de toutes les fréquences, c'est en fait le TAS, le souffle d'alignement de tachyon, qui est mesuré avec l'antenne de Lecker. Donc, en fait, le site mégalithique utilise l'énergie du point zéro. Ça, c'est vraiment à l'origine de toutes les énergies, c'est le point zéro qui est omniprésent. Et le mégalithe agisse comme un matériau tachyonisé. Les mégalithes servent d'antenne, ils tirent et concentrent l'énergie tachyon de l'énergie du point zéro. Oui. Il m'a fallu un bon moment pour pouvoir comprendre et
mettre toutes les choses ensemble. Mais je vais vous montrer, je vais vous passer quelques pierres. Et là, vous voyez, il y a le métal dans ces pierres-là. Il y a beaucoup, on voit souvent des petites taches de fer oxydé. Donc il faut pas grand-chose. Hein. Mais en Irlande, j'ai trouvé des pièces de métal dans les dalles de toit, dans le domaine, dans un câble. Je vais peut-être montrer une pierre pour une caméra aussi. Pour que les gens qui ne sont pas là peuvent en profiter. De la plage de Quiberon. Et ça, c'est des lissadelles en Irlande. Et celui-là, il est d'Irlande aussi. Et ça, c'est biotite, le mica noir, qui vient d'Arzon. On les voit parfois dans les menhirs aussi, des veines comme ça en biotite. Hein. Donc les menhirs seuls et les alignements de menhirs et demi-cercles de pierre, je vais prendre ensemble parce qu'ils font la même chose. Pas les cercles de pierre. Hein. Les cercles de pierre, c'est une énergie différente. Mais je ne vais pas en parler ici parce qu'il n'y en a pas. Donc, les menhirs, comme les dolmens, ils transforment également les énergies négatives en énergies positives. Les énergies négatives proviennent également du stress géopathique, comme les failles, les eaux courantes, l'eau stagnante. Mais au-dessus de ça, donc le menhir seul, les alignements de menhir et les demi-cercles de pierre, c'est pas comme les quadrilatères. Ils n'ont pas un écran de protection. Néanmoins, ils ont un signal aussi pour l'énergie divine, sacrée et nombre d'or. Mais eux, ils ne forment pas, d'après ce que moi j'ai mesuré, un écran de protection. Mais ils transforment aussi les énergies, comme les dolmens, les cairns, tumulus et allées couvertes, en force de vie, énergie vitale, orgone et tachyon. Mais au-dessus de ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent les lignes énergétiques des réseaux de la Terre et ils les transforment en énergie bénéfique. Par exemple, le plus grand menhir, à partir, si on ne tient pas compte du grand menhir brisé, le menhir qui est toujours debout, c'est celui de Chandolan, à Dol de Bretagne. Il attire 60 lignes de chaque réseau. Et jusqu'à présent, j'ai mesuré qu'ils attirent toujours 6, ou une multitude de 6 des lignes énergétiques des réseaux de la Terre. Donc c'est toujours par 6. Le géant de Magno, il attire 120 et 90 dépendant du réseau. Là, vous pouvez trouver les détails dans mon livre. Là, je mentionne quel réseau, combien de lignes. Et les alignements et demi-cercles de pierre, ils attirent en général 6, 12 ou 18 lignes énergétiques des réseaux de la Terre, mais il y en a qui attirent plus, comme la moine, le menhir la moine, dans le demi-cercle de pierre sur l'île aux moines. Il y a par exemple dans les alignements de Ménic, il y a tout d'un coup un menhir qui est plus grand, où on pense qu'il était là avant les alignements. Lui, il attire aussi plus de lignes que les autres. Il y a 3 semaines, j'ai en fait découvert quelque chose. Comme je me suis dit, si je suis devant le géant de Magno, je suis sur 120 lignes Hartmann, comment ça se fait que je sens rien? C'est du stress géopathique. Et puis il y a des gens qui viennent des kilomètres, rien que pour le géant. En fait, c'est que j'ai trouvé, moi j'ai une antenne que je peux mettre en positif ou en négatif avec cette tige aimantée. Donc une ligne énergétique
Elle se consiste en fait de deux spirales. L'un va en anti-sens horaire et l'autre en sens horaire. Donc l'un est négatif et l'autre est positif. Et selon le mode que je mets l'antenne, je mets toujours en positif pour que je n'ai pas le signal négatif qui passe dans mon corps. J'ai en fait découvert que ces 120 lignes d'Hartmann, ce n'est que la partie positive qui reste. La partie négative est partie, elle est neutralisée probablement par le milieu. Donc ça, j'ai découvert il y a 2-3 semaines. On découvre tout le temps des nouvelles choses. Et puis, oui, donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on fait le calcul, 120 lignes Hartmann, 2 mètres d'écart, ça fait 240 mètres, qu'il n'y a plus de lignes des réseaux Hartmann dans ce champ autour de ce menhir. Donc on met le menhir et on attire toutes ces lignes. Il y a des réseaux de la Terre où les lignes sont écartées de 36 mètres. Donc vous faites le calcul, 90 fois 36 mètres, ça fait 3 km, je pense. Que ces lignes ne sont plus là dans le champ. Mais c'est une ancienne connaissance en France. On mettait des menhirs dans le champ pour des meilleures récoltes. C'était connu. Je ne sais pas, est-ce que ça s'est perdu cette connaissance quelque part? Mais là, vous avez l'explication pourquoi. Et donc, ici aussi, ces énergies bénéfiques sont amenées dans les courants d'eau, dans les failles, pour fertiliser la terre. Mais pas l'énergie tachyon. Je n'ai pas parlé des lignes D, mais moi j'ai découvert un ligne D en Irlande qui est une ligne directe entre deux structures du même type. Et je l'appelle ligne D 16-4 d'Helmut. On les trouve aussi entre les menhirs, donc entre deux menhirs, un à côté de l'autre, entre deux rangées, entre le menhir qui est deux rangées plus loin, plus loin, plus loin. Donc c'est du criss-cross. Énergie ligne D. Et là, dedans aussi, il y a l'énergie sacrée, divine, nombre d'or, orgone, force de vie, énergie vitale. Et aussi, certaines structures se ressemblent assez bien pour qu'il y ait un ligne D qui se forme. Mais ça peut se faire entre deux églises aussi. Mais quand il y a deux kerns qui se ressemblent très fort, il y a cette ligne D. Et ça se trouve, on trouve souvent en Irlande. Quand il y a des cairns sur les montagnes, on a des lignes directes comme ça. Et donc, ces énergies bénéfiques, ça peut même, j'ai trouvé un mound sur la côte ouest d'Irlande, qui est pareil, un mound qui se trouve dans l'Irlande du Nord. Et là, c'est à peut-être 200 km. Donc, il y a une ligne D qui se forme. Les sites qui émanent de l'énergie tachyon, outre l'énergie sacrée et divine, devraient, à ma connaissance, certainement avoir des propriétés de guérison. David Wagner et Gabriel Coussens, qui ont étudié intensivement l'énergie tachyon, disent que c'est la source de toute guérison. Je vous prie, honorez et montrez du respect pour les sites. Ces structures ont été construites pour une raison spécifique qui est bénéfique pour toute vie sur Terre. Je vous prie de les approcher avec votre gratitude pour nous avoir servi depuis déjà des milliers d'années. Et donc, il y a moyen d'acheter mon livre ici, en français ou en anglais, ainsi qu'une guide pratique pour apprendre à pratiquer la bioénergie et la géobiologie avec l'antenne de Necker. Et le guide, donc c'est celui-là, il contient aussi les taux pour mesurer les sites mégalithiques. Et j'ai également établi des cours e-learning avec des vidéos et tutoriels pour apprendre la bioénergie et la géobiologie. Et je suis en train de faire des vidéos pour faire un cours en géobiologie plus élaboré.
Mes livres sont aussi disponibles. Vous pouvez les acheter sur Amazon, tous les sites d'Amazon.